Les réminiscences traumatiques, les tendances et les idées qui s'y rattachent se présentent à l'esprit du sujet d'une manière fort pénible. Elles heurtent sa sensibilité, ou sont en contradiction avec ses idées morales. Le sujet mécontent d'avoir dans l'esprit de pareilles pensées fait de grands efforts pour s'en débarrasser, et il lutte contre ces idées de toutes ses forces. Quand ces phénomènes se présentent à sa conscience, il ne leur permet pas de se développer, de se réaliser un acte ou en pensée claire, les arrête dès leur premier début et il s'efforce de ne pas les apercevoir, de les oublier. Le refoulement, disait M. A. Meder, fait partie du système de défense de l'organisme. Il en résulte d'abord une première modification. C'est qu'une peur s'ajoute à la pensée refoulée dès qu'elle commence à apparaître. Ce qui au début était un désir devient une peur. Toute peur morbide, disait M. E. Jones, est un désir arrêté et réprimé. Voici un exemple. Un individu désire épouser la femme d'un ami gravement malade, et il attend en réalité avec impatience la mort de cet ami. Mais il ne peut pas s'avouer lui-même ce souhait peu moral, et il le repousse de toutes ses forces. Il en arrive à éprouver des peurs exagérées, des anxiétés morbides à propos des moindres troubles de la santé de cet ami. La peur prend un caractère pathologique parce qu'elle remplace un désir refoulé. À un plus haut degré, le souvenir ou l'idée, constamment repoussés, sortent de la conscience à laquelle il n'essaie plus de se manifester. Ils deviennent subconscients et vivent à part. La dissociation a été le résultat du refoulement. De cette manière, la conscience ne souffre plus du conflit, mais elle est rétrécie et amoindrie. Ainsi, dans le cas de cécité hystérique dont je viens de parler, M. Freud pense que le malade a repoussé de toutes ses forces un désir sexuel qu'il ressentait. Or, le désir sexuel a une relation étroite avec les yeux, car il est évident que l'on peut employer les yeux aux œuvres d'amour. Le sujet, en repoussant l'amour, a repoussé de sa conscience, par crainte des tensions, tout ce que ses yeux pouvaient lui apporter. Il a refoulé les sensations visuelles dans le subconscient, et c'est ainsi qu'il est devenu aveugle. Enfin, la tendance ainsi refoulée, coincée, geklemmt, dans l'inconscient, n'a pas pu se détendre en paroles et en actes, abreagieren, n'a pas pu éliminer sa puissance effective par un exutoire normal. Il en résulte un trouble dans l'équilibre des forces psychiques. Ce mécanisme du refoulement, présenté de diverses manières, Abwehr, Verdrängung, a ajouté ainsi un rôle extrêmement considérable dans toutes les explications de la psychoanalyse. Je dois avouer qu'au début, je n'ai pas éprouvé une grande sympathie pour cette théorie psychologique du refoulement et que j'étais disposé à m'en méfier pour plusieurs raisons. En premier lieu, ne connaissant pas encore bien la méthode de la psychoanalyse et ses généralisations infinies, j'étais un peu surpris de voir constamment appliquer cette explication fort spéciale à des phénomènes que je jugeais fort différents les uns des autres, dans lesquels devait intervenir, à mon avis, tantôt la suggestion, tantôt l'émotion, la fatigue, l'épuisement, tantôt des phénomènes de dérivation. En second lieu, je n'aimais guère à expliquer les troubles pathologiques par la volonté du malade, et j'avais de la peine à comprendre que le simple effort de la volonté du sujet pût produire ces altérations pathologiques. Enfin, il ne me semblait pas que le refoulement, la lutte contre nos tendances, déterminât d'ordinaire des phénomènes analogues à la subconscience des hystériques. La lutte contre nos tendances les empêche de se manifester, de se développer, et par là même, elle les réduit peu à peu et les annihile. Si pour des raisons de santé, je veux résister à la mauvaise habitude de fumer, je n'arriverai pas à fumer subconsciemment en somnambulisme. Je ferai disparaître la tendance à fumer, voilà tout. Ce qui caractérise la subconscience, ce n'est pas que la tendance diminue ou reste latente. C'est, au contraire, que les tendances se développent, se réalisent fortement, sans que les autres tendances de l'esprit soient averties de leur réalisation, et sans qu'elles puissent travailler à s'y opposer. Mais, dira-t-on, il s'agit de tendances puissantes, qui résistent au refoulement et ne se laissent pas annihiler. Soit, elles résisteront, elles continueront à se développer de temps en temps en écrasant les tendances morales opposées. Il y aura des luttes, des déchirements de conscience, mais ce n'est pas non plus de la subconscience.
Le désir d'une action défendue par le médecin ou par le professeur sera accompagné, si l'on veut, d'une peur de la mort ou d'une peur de l'enfer, mais il ne se transformera pas lui-même en peur. J'ai envie de fumer un cigare, mais j'ai peur que cela me rende malade. Je ne vois pas bien pourquoi on appellera cela une phobie du cigare, et comment cela deviendra un acte de fumer subconsciemment. Ces objections viennent assez naturellement à l'esprit et je les retrouve chez divers auteurs, en particulier dans une étude de M. Morton Prince. Cependant, certaines observations m'ont montré qu'il ne serait peut-être pas impossible de faire jouer un rôle intéressant au refoulement, au moins dans certains cas. Il est évident que chez un homme normal, le refoulement ne produit ni la phobie, ni la subconscience. Mais en est-il de même dans un esprit déjà malade ? Si on suppose un individu en état de dépression, chez qui le plus léger obstacle arrête le développement des tendances et chez qui se produisent aisément des phénomènes de dérivation, il est possible que la lutte morale contre une tendance empêche celle-ci de se réaliser et donne naissance à la place de l'acte à des agitations viscérales analogues à de la peur. Si on suppose un champ de conscience déjà étroit, le développement de l'idée inhibitrice pourra reléguer une autre tendance en dehors de la conscience. J'ai décrit autrefois des conduites singulières de certains somnambules dédoublés. Quand Léonie I refusait d'exécuter un de mes ordres, il arrivait quelquefois que cet ordre était exécuté par Léonie II. Ainsi, chez des esprits déjà malades et déjà dédoublés, le refoulement pourrait être, dans certains cas, une occasion de phobie ou de subconscience. Pour justifier ces remarques, j'ai cherché à appliquer l'hypothèse du refoulement à certaines observations. Dans une étude sur la dissociation des souvenirs par l'émotion, j'ai montré que l'on observait quelquefois des périodes de phobie du souvenir au début et à la fin des amnésies hystériques, comme si le souvenir commençait par devenir terrifiant avant de devenir subconscient. Mais j'ai surtout insisté à ce propos sur un cas remarquable de paralysie hystérique que j'ai publié dans mon rapport sur la subconscience présenté au Congrès de Genève, 1909. Une femme de 30 ans, ça, présente depuis l'âge de 20 ans une série de troubles névropathiques survenus à la suite d'une émotion terrible. Son père, qui était couché, avait voulu se lever en s'appuyant sur elle, mais il succomba tout d'un coup à une angine de poitrine et tomba sur sa fille. Celle-ci fut renversée et resta plusieurs heures sous le cadavre qui portait sur son côté gauche et que dans sa terreur elle n'osait déplacer. Depuis ce moment, elle présente de temps en temps un délire singulier. Elle se plaint que son bras gauche est brusquement changé et qu'elle ne peut supporter ce changement. Son bras lui semble quelque chose d'étranger à sa propre personne. « Ce n'est plus ma main, dit-elle, c'est comme la main de quelqu'un d'autre. Ce n'est plus une main humaine, c'est comme la main d'un animal, la main d'un reptile. Je veux qu'on me rende ma main à moi. » Elle ne veut plus se servir de cette main gauche, et surtout, elle ne tolère pas que cette main gauche touche sa main droite ou touche sa figure. Cependant, elle peut remuer volontairement sa main gauche, et elle sent les piqûres et les attouchements faits sur elle. En un mot, elle a tout à fait le langage et l'attitude du psychasthénique, qui répète « Ce n'est pas mon bras, c'est le bras d'un autre, ce n'est pas moi qui parle, qui marche, etc. » Il n'y a qu'une irrégularité fort bizarre, il est vrai, c'est que le trouble est exclusivement localisé à un membre, ce qui est fort rare chez les psychasthéniques. Cette attitude dure peu chez ça, car quelques jours après le début de ce délire, elle a une grande crise d'hystérie dans laquelle elle veut battre et arracher son bras gauche. Le sujet ressemble alors à la malade de Burroughs, 1860, rappelée et commentée par William James, qui frappait son bras en l'appelant « vieux chicot »,« old stump ». Après la crise, elle a tout simplement une hémiplégie, avec anesthésie de tout son côté gauche. Alors, elle ne parle plus de son bras, ne s'en plaint plus, mais ne peut plus le remuer, et n'y sent plus aucune impression. Du moins, le mouvement et la sensation ne s'y présentent plus que sous la forme subconsciente. Cette observation est intéressante au point de vue clinique, parce qu'elle nous présente une oscillation assez rare, à mon avis,
entre l'attitude psychasthénique et l'attitude hystérique. Mais elle pourrait être aussi intéressante au point de vue psychologique, parce qu'elle pourrait être interprétée dans le sens de la doctrine de M. Freud sur le refoulement. Ne pourrait-on pas dire que chez une femme évidemment prédisposée aux troubles hystériques, le souvenir de la mort tragique de son père s'associe avec le bras gauche sur lequel a porté le cadavre et détermine une singulière horreur de ce côté gauche? Ce serait cette horreur qui pousse la malade à repousser son bras gauche d'une manière à la fois morale et matérielle. Enfin, cette répulsion, ce véritable refoulement, semble précéder et déterminer l'hémiplégie hystérique, c'est-à-dire le passage dans le subconscient des tendances relatives au côté gauche. Présentée ainsi sous forme d'hypothèse, et soumise à des discussions et à des restrictions que nous verrons plus tard, cette interprétation par le refoulement semble capable de rendre des services. On voit par cet exemple que la conception du refoulement présentée par la psychoanalyse peut se concilier avec les études de l'analyse psychologique et peut, dans certains cas, leur apporter un complément utile. Mais il ne semble pas qu'il y ait là entre les deux doctrines une différence radicale. Aussi n'est-ce pas là que nous verrons la véritable différence entre l'analyse psychologique et la psychoanalyse dans leur interprétation du mécanisme des souvenirs traumatiques. La différence entre la psychoanalyse et l'analyse psychologique me semble cependant réelle et profonde. Il nous faut la chercher non dans les observations et les doctrines qui sont à peu près identiques, mais dans la méthode d'étude et la conception générale que l'on se fait de ces doctrines. L'analyse psychologique, comme cela était naturel au début d'études aussi difficiles, se bornait à constater des faits de suggestion, d'automatisme psychologique, de subconscience, d'abaissement de l'attention psychologique. Elle cherchait à préciser le sens des mots et à rendre l'observation aussi précise que possible. L'hypothèse n'intervenait que pour attribuer un rôle aux faits observés, leur donner une importance plus ou moins grave dans la maladie. La supposition ainsi faite était d'ailleurs justifiée autant que possible par des observations répétées sur la fréquence du fait, par des comparaisons et même par des expériences. Mais elle restait toujours douteuse et ne pouvait être appliquée sans vérification à des cas nouveaux où les mêmes faits n'auraient pas été évidents. On peut voir un exemple de ces hésitations dans l'interprétation du cas de ça que je viens de rappeler. Il n'est pas impossible, disais-je, d'expliquer l'hémiplégie de cette femme par un phénomène de refoulement, car à certains moments la paralysie du bras gauche a été précédée par une sorte de délire, où le sujet repoussait avec horreur la sensation de son bras, et paraissait la refouler. Mais il ne suffit pas que cette explication soit possible pour qu'on la considère comme certaine, et je suis obligé de rappeler une difficulté, comme on peut le voir dans l'observation plus complète que j'ai présentée au Congrès de Genève. Les faits se présentent actuellement de la manière que j'ai décrite dans les rechutes de la maladie. Mais tout au début, quand on a relevé ça, qui était couché sous le cadavre de son père, elle a présenté tout de suite une crise d'hystérie, et une hémiplégie gauche qui a duré d'une manière plus ou moins complète pendant plusieurs mois. Cette hémiplégie a guéri, et c'est quelque temps après, à la suite d'émotions et de fatigue, qu'il y a eu une rechute dans laquelle les troubles ont commencé par cette horreur du bras gauche durant plusieurs jours et ont été suivis de nouveau d'une hémiplégie. On voit que l'hémiplégie avec subconscience a existé une première fois sans avoir été précédée par le sentiment d'horreur et par le refoulement. Est-il bien certain que la seconde fois, lorsqu'elle a été précédée par ce refoulement, elle en ait été réellement la conséquence? Ne pourrait-on pas supposer que dans cette rechute, l'horreur du bras gauche ait été la première manifestation d'une hémiplégie commençante? Sous l'influence de la première émotion très violente, l'épuisement des tendances relatives au bras gauche aurait été tout de suite assez complet pour produire la subconscience totale, avec anesthésie et paralysie. Dans les émotions qui ont amené la rechute, l'épuisement aurait été d'abord incomplet et aurait amené simplement une modification des tendances, avec sentiment d'étrangeté et phénomène de dérivation sous forme de peur. Enfin, l'épuisement croissant
aurait déterminé peu à peu la subconscience totale.